Mes amis, on retrouve Lise Philippe dans une émission. On va parler résistance encore, dissidence, alternative, liberté de la presse. Mais toutes mes excuses à Lise pour les problèmes techniques qui se posent. Beaucoup de gens pensent que il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ça marche. C'est plus compliqué que ça. Est-ce que vous allez bien, Lise? Je vais bien, je vous remercie. Et vous, Eric? Je suis presque en pleine forme. Je suis agacé par les problèmes techniques. Bon, enfin, bon, c'est ça. C'est la vieillerie. On va diffuser aujourd'hui avec l'article qui accompagne cette émission, cette entrevue, on va diffuser un guide de la liberté de la presse et de l'analyse de la loi de 1881 à l'attention et des médias qui veulent se lancer, ou des gens qui veulent publier, et de monsieur et madame tout le monde, qui pensent parfois qu'ils ne sont pas soumis à la loi de 1881 et que la loi de 1881 c'est pour les autres. Et en fait, il faut qu'ils lisent parce que ça permet d'apprendre, ce guide va leur permettre d'apprendre un certain nombre de choses dans l'expression publique. Donc, vous pourrez le retrouver à télécharger gratuitement en accompagnement de cette émission. Et vous trouverez en accompagnement de cette émission, sous cette vidéo, dans l'article du Courrier des Stratèges, de courrierdesstratèges.fr, vous trouverez l'extrait sur lequel je vais faire réagir Lise Philippe, qui va par ailleurs remettre des éléments de contexte. Euh, donc dans l'émission Bistrot des Libertés de TVL, émission d'Éric Morillo, il y a eu un échange de ping-pong entre Didier Raoult, le célèbre médecin barbu de Marseille, le scientifique, et Christian Perron, autre célèbre scientifique, où on voit Didier Raoult dire à Christian, enfin, on voit Christian Perron dire qu'il a vu des chiffres sur Internet qui montrent que le virus du Covid a été fabriqué, et Didier Raoult dit, bah, envoie-moi les chiffres. Ah, je les ai plus, bah, si t'as pas les chiffres, tu te tais, voilà. Je voulais que vous réagissiez parce que c'est lié au guide sur la loi de 1881, c'est lié à la question des preuves, puisque la loi de 1881 explique, bah, écoutez, vous pouvez dire à quelqu'un quelque chose qui est vrai, mais ça peut être de la diffamation si vous ne pouvez pas prouver que c'est vrai. Et donc il y a tout un tas de procédures. La question de la preuve, elle est centrale dans la crédibilité de la résistance ou de la dissidence. Et je voulais que vous expliquiez aux gens, Lise, parce que moi je suis nul en explication, je suis tout sauf pédagogue, je voulais que vous expliquiez aux gens d'abord ce que vous inspire cet extrait, et puis en quoi la question de la preuve est importante pour notre crédibilité. Vous le passez pas l'extrait du coup, là? Non, je ne le passe pas parce que j'ai pas pu le récupérer. En plus, D'accord, c'était la mauvaise journée. d'accord, d'accord. Oui, oui, alors effectivement, c'est vous qui me l'aviez envoyé l'extrait, hein, je l'avais pas vu. Bon, on voit toujours pareil hein, sur le plateau de TV Liberté, Bistrot des Libertés, donc de TVL, ouais. Un agrégat, je dirais, de personnes qui sont, je sais plus comment ils les appellent là, je me rappelle plus le nom, mais des signataires ou je sais plus, d'une soirée qui sont face à Didier Raoult et Perron. Et effectivement, un échange se fait, bon, un échange assez virulent. Didier Raoult, c'est comme je disais quand on a enregistré la première fois, j'ai une dent contre lui, effectivement, parce que personnel, moi, médico-social, il avait poussé à l'injection du Covid pour ces personnels-là, plus pour les personnes âgées, donc dites vulnérables, et pour les femmes enceintes, donc plus les tests PCR. Enfin, il y a eu plein de choses qui m'ont quand même beaucoup contrarié à ce moment-là. Ceci dit, ça n'empêche pas de reconnaître que c'est un grand scientifique reconnu et connu et reconnu et qui a publié beaucoup de travaux, beaucoup de preuves justement scientifiques. Face à Perron, docteur Perron, pardon, que je connais, que j'ai rencontré en vrai aussi, qui est une personne adorable et que beaucoup aiment beaucoup par son humilité, justement, sa facilité à capter l'auditoire et à être dans l'empathie avec les personnes. Et effectivement, là, quand il parle de ça, Raoul, quand il lui dit, bah, voilà, les preuves, docteur Perron, c'est vrai que ça a amené moins de crédibilité et de la faiblesse du coup dans le débat quand il a dit qu'il avait trouvé sur Internet que ça avait été publié, mais qu'aujourd'hui c'est plus accessible. Je crois que, à l'instar des médias mainstream, nous avons besoin encore plus et nous sommes attendus là encore plus sur des preuves quand on affirme quelque chose. Et c'est quand même assez étonnant de la part de Christian Perron qui dit ça
normalement, une information qui dit que effectivement le virus a été fabriqué en laboratoire, il aurait dû l'archiver. C'est pas une bombe comme ça, on la garde et pour pouvoir justement la sortir et pour pouvoir prouver les faits. Donc c'est assez étonnant ce truc-là. Moi, ça m'a beaucoup questionné à ce moment-là de sortir parce que ça fait comme une personne lambda qu'on pourrait dire lanceuse d'alerte ou je sais pas, hein, qui parlerait sur les réseaux sociaux, qui affirme quelque chose et qui finalement ne peut pas prouver. Alors, on ne parle pas de choses personnelles. Hein. Si je dis un truc personnel, j'ai pas de prouver ce que je suis en train de dire ou ce que je suis en train de vivre, et encore que certains trucs. Mais là, on parle de choses qui sont quand même graves, qui sont quand même importantes, et de la part de deux scientifiques. C'est étonnant. C'est assez étonnant. Après, je comprends la frustration de Didier Raoult quand il dit que voilà, on lui pose pas des questions intéressantes, il n'est pas confronté à un réel débat. Forcément, hein, quand on a cet agrégat de personnes qui viennent sur le plateau face à lui, lui poser des questions ou le confronter, hein, a priori, c'est ça aussi le travail de journaliste d'investigation. Ben, ce sont des personnes qui ont un nombre impressionnant d'abonnés sur Facebook ou sur YouTube ou autre, qui sont invitées. Ça décrédibilise aussi le message, c'est-à-dire, je m'explique, il me semble, hein, mais ce n'est que mon humble analyse. On s'est levé, par exemple, contre le Covid, toutes les mesures dites sanitaires, la vaccination forcée pour certains d'entre nous, puis la suspension, hein, donc à juste titre, nous sommes levés pour ça. Ceci dit, ça ne fait pas en nous, là c'était vraiment du vécu et voilà, on pouvait témoigner de ça et de voir, de questionner cet état de droit où on peut suspendre, dans lequel on peut suspendre des contrats comme ça de travail, on peut empêcher des personnes de travailler parce qu'ils ne se soumettent pas à un décret disant qu'il faut, à partir de telle date, s'injecter un produit. Donc ça questionne sur l'état de droit et ça questionne évidemment sur cet agrégat de personnes qui a lutté ensemble contre ça, donc qui savaient, hein, les spécialistes, les médecins à ce moment-là, qui se sont levés contre cette obligation, savent a priori de quoi ils parlent. Hein. Ce sont des médecins. Donc, bon. Là, aujourd'hui, force est de constater que ces mêmes personnes qui prenaient la parole, et des fois à juste titre, à bon escient, aujourd'hui parlent de tous les sujets et savent tout sur tout. C'est comme s'il y avait le camp du bien contre le camp du mal. Par exemple, si on parle que des médias, il y a les médias alternatifs, donc qui ont raison, qui sont contre les médias mainstream, qui ont de fait tort, sans jamais remettre en question. Ouais, mais effectivement, peut-être qu'il y a des choses à questionner. Peut-être que c'est là aujourd'hui, c'est si tu es pas avec moi, en fait, tu es contre moi. Il n'y a plus de nuance de. Et je suis assez effarée de voir des personnes qui se sont positionnées dans leur domaine de compétence une nouvelle fois, qui parlent aujourd'hui de géopolitique, qui parlent aujourd'hui de tout et n'importe quoi, hein, finalement, qui prennent position sur des sujets, alors que je ne suis pas persuadée qu'ils maîtrisent les choses. Moi, quand je ne sais pas, par exemple, quand je fais des émissions, j'invite des spécialistes, des auteurs, des historiens, des spécialistes en géopolitique pour questionner. Mais je n'affirme pas savoir, prétendre savoir telle et telle chose. Je sais, vous voyez? Donc, c'est un peu dommage. Et encore une fois, ça ne sert pas, il me semble, la cause dissidente, résistante, alternative, il me semble. Est-ce que la technique qui consiste, parce que vous avez visé quelques personnes, alors moi je n'ai pas regardé toute l'émission, je concède ma paresse, mais est-ce que cette technique qui consiste à faire venir par exemple Didier Raoult, Christian Perron, qui sont des médecins éprouvés, puis des personnes qui ne sont pas qualifiées, comme alors il y a Myriam Palomba par exemple, d'autres que je ne connais pas forcément, est-ce que cette façon de tout mélanger, c'est pas aussi une arme de décrédibilisation de la résistance, c'est-à-dire qu'au fond, qu'on soit médecin ou pas, on est autorisé à parler de médecine. Alors, dans d'autres séquences que je ne diffuserai pas, mais les gens la retrouveront facilement. On voit Myriam Palomba poser des questions à caractère scientifique à Didier Raoult, on se dit, ah bon, mais vous doutez que... Et Didier Raoult lui dit, bah, je suis médecin, pas vous. Donc, voilà. Est-ce que cette façon de mettre sur le même pied des paroles autorisées, puisque on a beau dire, la médecine, c'est comme, il y a comme des faits scientifiques, c'est pas qu'une question d'opinion. Voilà. Euh, Mettre sur le même pied des paroles autorisées et des paroles non autorisées, est-ce que c'est pas une façon de tirer tout le monde vers le bas en disant, après tout, il n'y a plus de vérité,
comme disait Trump, il y a des post-vérités et tout le monde a raison. Voilà. Dès lors que je le crois, c'est que c'est une vérité. Et personne ne peut me contredire, sauf à m'injurier et à me léser. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette technique d'une certaine presse alternative une volonté, là aussi, au fond, de décrédibiliser l'ensemble? Peut-être pas une volonté, mais est-ce que l'effet n'est pas de décrédibiliser l'ensemble en disant, bah, que tu saches ou que tu sois ignorante, de toute façon, ta parole a la même valeur. Oui, avec un bémol, je dirais. Parce que ça veut dire dans ce cas-là que je prends ma petite personne puisque je ne peux parler que de moi. Dans ce cas-là, je n'aurai pas le droit de questionner les choses. Vous voyez? Ça Donc, dépend de la façon dont on le fait. ouais. Mais oui, oui, après, effectivement, selon les personnes et la manière de poser les questions, et évidemment que ça décrédibilise, évidemment. Dire quand ça me rappelle quelque chose, tiens, quand ça m'a vraiment mis hors de moi, mise hors de moi. L'émission Légende, là, je me rappelle plus son nom, a fait intervenir une personne dite complotiste. Hein. Donc j'ai bien aimé déjà le terme. J'ai regardé par curiosité et j'étais complètement scandalisée, pas surprise, hein, évidemment, de quel effet ça pourrait produire et ça allait produire ça pour décrédibiliser absolument des personnes comme nous qui nous posons juste des questions. C'est-à-dire que le mec qui était invité, il était complotiste et il ne croyait en rien, il était platiste, reptilien, enfin voilà, tous ces trucs. Non mais ça c'est courant aussi, hein, parce que quand on dit t'es complotiste, ouais, t'es reptilienne, t'es platiste, etc. C'est ce qui va C'est un avec, hein, c'est le intermittent du package. spectacle, en fait. Ils l'ont payé Voilà, pour jouer un rôle. ça va avec, c'est le package. Donc voilà l'image qui est montrée sur quand même une émission légende où il y a beaucoup, enfin il y a beaucoup de spectateurs. Donc ça participe évidemment à nous démonter, à démonter toute volonté juste de remettre en question la doxa et ce qui est dit. Pour autant, voilà, je pense qu'il faut encore avoir cette liberté de s'exprimer. Évidemment, Didier Raoult, je ne ferai pas la maline en face de lui si je l'avais, puisque ce n'est pas mon domaine de compétence. Par contre, on peut questionner, hein, juste cette idée-là de pousser à l'injection les soignants médico-sociaux, etc. Pourquoi? Enfin, quel était l'intérêt? Quels sont les liens éventuels que vous pourriez avoir avec Big Pharma? Voilà, ça, c'est des questions qui me semblent intéressantes parce que c'est de mon point de vue l'important. Le reste, débat scientifique, il faut inviter des gens câblés pour ça. Des personnes, même des journalistes, qui soient à la hauteur des invités qu'on a, il me semble. Donc oui, ça participe à rendre médiocre le débat et à faire tourner en rond et à faire même imploser, les choses. Hein. La dissidence, en tout cas. Alors, moi, je voudrais redire, parce que ce sont des débats là aussi, euh, pour moi, effectivement, affirmer des choses sans preuve, c'est du complotisme et ça n'est pas acceptable. Et beaucoup de gens ont du mal à faire la différence entre je remets en cause une parole officielle et j'ai besoin de preuves, et je conteste sans savoir, et c'est du Myriam Palomba. Moi, je ne suis pas médecin, mais je sais que, et scientifiquement, c'est prouvé. Et moi, ce qui m'a un peu chagriné, c'est de voir Perron dire, bah, c'est vrai que ça a été fabriqué, mais j'ai pas les preuves. Et pour moi, la nuance entre l'esprit critique auquel j'appelle, parce que je pense que c'est la seule façon de progresser dans la vie, et le complotisme qui est, c'est forcément faux et on nous cache forcément quelque chose. La nuance, elle est là et elle est extrêmement importante parce que je crois aux effets positifs du doute, je crois aux effets négatifs de je suis sûr qu'il y a quelque chose de caché. Voilà. Et je l'affirme sans preuve. Et d'ailleurs, alors moi j'ai eu ça, j'ai eu un débat, j'ai oublié son prénom d'ailleurs, Robin, je ne sais plus quel est son prénom, ouais, tellement, qui m'explique. Non, mais qui m'expliquait, j'ai pas diffusé l'émission parce que c'est du complotisme et ça m'agace, ça relève de la 1880. Il me disait, par exemple, Elisabeth Borne est un agent chinois parce que elle est membre de tel ou tel club, le Shanghai Club ou je sais pas quoi. J'ai dit non mais c'est pas parce qu'on est membre d'un club
Il y a une Elisabeth Borne, elle est membre de 10 clubs. Alors, je sais plus si c'était Borne ou je sais plus qui citait, Attal. J'ai dit, mais oui, mais il est aussi à l'American Foundation, à l'American Young Leader Foundation. Ces gens-là, ils ont 10 cartes en même temps. Donc, dire c'est un agent chinois et ne pas dire c'est un agent américain alors que c'est un Young Leader américain, c'est absurde. Elle me dit, ah oui, donc tu es un agent chinois, Eric. Je l'ai vu ça, je l'ai entendu. C'est-à-dire, dès qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on travaille pour l'ennemi. Je trouve ça terrible. Donc, autant douter, autant interroger les sources, ça me paraît sain. Autant basculer dans le ah ben donc tu n'es pas d'accord avec moi, donc tu es dans le complot. Je trouve ça terrifiant. Euh, Comment on fait aujourd'hui pour expliquer aux gens qui n'ont pas forcément, parce que dans ceux qui basculent d'un côté à l'autre, il y a ceux qui sont dans la triade sombre, c'est-à-dire que moi je suis plus malin que vous et je vais vous expliquer qu'il y a un complot, et c'est une part importante de la population, puis il y a des gens qui sont juste ignorants, qui ne saisissent pas la différence de fond. Comment on fait pour former les gens à ça, à l'idée que pour affirmer des choses sur une personne, il faut quand même avoir des preuves solides et pas simplement le ah, ça s'est passé en même temps, donc c'est lié. Comment on fait pour convaincre les gens? Comment on fait pour leur ouvrir l'esprit? Comment on fait? Moi, c'est ce que j'essaie de faire humblement en questionnant justement et en mettant pardon, en lumière mon propre cheminement. Non pas parce que je suis un exemple à suivre, mais j'incarne ce que je dis et ce que je fais au quotidien. Et je me dis, comme je disais, on ne veut pas des convaincus, ni des cons, ni des vaincus. On a besoin de personnes qui incarnent ce qu'elles disent au quotidien et ce qu'elles font et de montrer, bah, effectivement, bah, voilà, je vais bien, je suis lucide, je suis consciente, etc. Donc, je vais vous partager des choses. Et j'invite moi, je ne suis pas spécialiste, comme je disais, dans plein de domaines, hein, si ce n'est le social, par exemple, ça c'est mon domaine, donc oui, je peux parler librement là-dessus et aisément. Pour autant, j'invite des personnes pour échanger et entendre un autre discours, des spécialistes, des médecins, des auteurs, des historiens, des géopolitologues, enfin, etc., pour ouvrir en fait les yeux, pas les yeux, la conscience des personnes en se disant tiens, là on me dit autre chose, peut-être que je vais avoir envie de creuser. Quand je propose aussi des lectures, je mets un extrait souvent d'un livre, voilà, avec l'auteur, etc. Ce serait intéressant d'aller voir, d'aller creuser, voilà, en éveillant. Et souvent, en posant des questions, en retournant le truc plutôt que d'être frontal. Alors ça, c'est quand je suis de bonne humeur. Quand j'ai pas envie, ça, voilà, c'est bon, hein, très très vite. Mais en posant la question, ah oui, et ça donc comme fait, qu'est-ce que tu en penses à l'inverse de ce que tu dis, de ce que tu affirmes, et ça, est-ce qu'on peut questionner autrement? Est-ce qu'on pourrait factuellement accepter de voir aussi le réel? Je pensais au débat, fameux débat sur Trump là aujourd'hui, c'est parce que dans tout ce que vous décrivez, Eric, il y a les personnes qui effectivement ne sont pas manque de connaissances, manque de curiosité aussi, d'ouvrir son champ de vision. Il y a aussi des personnes qui sont convaincues et qui veulent avoir absolument un sauveur. Donc que ce soit une personne, un dieu ou autre, ils veulent absolument être sauvés. Et ça, c'est très très dangereux. Quand on place tout espoir même dans nos dyrans, hein, tout espoir en une personne, il y a de grandes chances d'être déçu. Hein. Et il y a de grandes chances aussi de partir dans des délires et de suivre justement ces personnes-là et de faire des choses qui pourraient soit nous nuire personnellement, soit en tout cas nuire à la cause grandement, il me semble. Quand on regarde, on va continuer un peu le bilan de la résistance, entre guillemets, résistance. Chacun met ce qu'il veut sous ce mot-là. Quand on fait le bilan depuis 5 ans, donc on voit qu'il y a ce qui aurait été inimaginable il y a encore un an, une dispute publique entre Raoult, Péronne, Myriam Palomba, au fond, tous ces gens qui, pendant un certain nombre d'années, ont dit mais nous sommes unis dans des mêmes croyances, même si je pense que par exemple les croyances de Myriam Palomba sur les questions de Gaza ne sont pas forcément celles d'un certain nombre d'autres. Hein, mais il y a eu autour de l'analyse du Covid, de la crise du Covid, une forme d'unité dans le discours. Et on voit que cette unité vole en éclats. La semaine prochaine, j'espère qu'on parlera de l'échange extrêmement violent entre
Castelnau et Régis de Castelnau et André Berkoff sur Tocsin, qui se sont vraiment peigné la gueule, comme on dit, sur la question d'Israël. Et c'était sous la ceinture, et c'était une vraie dispute inaudible. On voit que ceux qui, pendant la crise du Covid, au fond, se sont ligués de fait pour ne jamais se critiquer, aujourd'hui sont en train de régler des comptes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne cache plus la misère sous le tapis, je veux dire. Euh, quelle analyse vous faites qu'il ait fallu au fond 5 ans pour arriver à se dire en réalité on se déteste ou on se méprise et en réalité on a tenu un discours unitaire mais maintenant on peut se le dire on n'est pas d'accord sur le fond. Comment on explique ça et comment vous expliquez les réactions, parce que je ne sais pas si vous êtes allé sur les réseaux sociaux voir les réactions à ces disputes Raoult-Perron notamment. Il y a un certain nombre de gens qui, comme vous disent, Raoult est odieux et de fait, on peut dire que son comportement dans l'émission était particulièrement amène, comme urbain. Euh, mais il y a quand même des gens qui disent donc je l'aime pas, il est odieux, donc c'est un ennemi. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui aujourd'hui ont du mal à faire la différence entre j'aime et je pense. C'est-à-dire que je pense, je suis d'accord avec les gens que j'aime. Si je les aime pas, je ne suis pas d'accord avec eux. Quel état quel tableau clinique vous dresseriez de l'état intellectuel des gens qui suivent la résistance 5 ans après et dans cette phase où on voit que on a tourné, on est en train non même pas de clore un chapitre, mais de clore un livre lui-même. Qu'est-ce que ça vous inspire ce sentiment aujourd'hui de résistants qui sont perdus face aux dissensions internes qui apparaissent? Ouais, ben, déjà ce clash comme celui de Berkoff et Régis de Castelnau sont révélateurs en fait. Hein. Les vrais visages, enfin les visages se montrent enfin au grand jour. Ce que j'avais dit lors d'une conférence que j'avais faite l'année dernière, c'était que on s'est agrégé comme ça pour lutter contre un système qui nous oppressait et sans se connaître finalement les uns les autres, parce que des fois c'était à travers la France, sans se connaître même en présentiel, en physique, et sans se connaître nous-mêmes. Et ça, forcément, on ne se connaît pas dans ces situations-là. Hein. C'est comme les résistants qui sont arrivés en 45. Ouais, je suis résistant. Ouais, ouais. En fait, on s'est tous dit quand on était petits, bah moi, j'aurais été du côté des résistants, hein, c'était sûr. Non, c'est pas si évident que ça. Et là, aujourd'hui, on a pu le voir, on a pu expérimenter dans la difficulté, dans justement ce régime-là, cet dit état de droit. On voit bien qu'il n'est plus état de droit. Et en fait, je me comporte comment? Est-ce que je suis plutôt du côté collabo ou est-ce que je vais être plutôt du côté résistant? Dissidence ou comme peu importe. Quoi. Mais en ne nous connaissant pas les uns les autres, en luttant pour une idée a priori la même, et en ne nous connaissant pas nous-mêmes, c'est forcément, au bout d'un moment, ça va péricliter. Parce qu'on n'est pas d'accord, et tant mieux. J'ai coupé parce qu'il y avait une voiture, pardon. Et tant mieux, on ne peut pas être d'accord sur tout, et ça devrait élever le débat normalement. Mais là, on voit bien l'imposture, une nouvelle fois, de ces médias dits alternatifs où tout cet entre-soi, hein, c'est toujours les mêmes invités, toujours les mêmes personnages sur tous les sujets. C'est fatigant à la longue. C'est fatigant d'avoir ces experts comme on aurait des experts de plateau mainstream qui ne connaissent pas tout et qui n'ont pas cette humilité de l'affirmer, de le dire, d'oser le dire. Donc, C'est du ben, BFM. En fait, il y a une ouais, ben, BFMisation de la presse oui. alternative, c'est ça que vous Ouais, dites. ouais, complètement. Et c'est la société du spectacle. On fait le buzz, on fait voilà. Et malheureusement, les personnes qui ne comprennent pas grand-chose, ou encore une fois, qui ont besoin de se raccrocher à des personnes qu'ils ont aimées, il fut un temps, etc. C'est très difficile de se libérer de ça, de cette. Ça devient une emprise hein, finalement. Je parle pas de moi, mais accro à ces émissions, accro à ces personnes-là qu'on a idéalisées. Sauf que la réalité, ce sont de simples êtres humains et qui, effectivement, avec lesquels on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est impossible. Et aujourd'hui, ça se voit, ça se fracture parce que c'était finalement construit sur du sable, tout ça. Je vais vous poser une question indiscrète, mais je vais d'abord faire ma rengaine. Donc, je rappelle que Conspiracy Watch, l'Observatoire du conspirationnisme de Cody Reichstadt et Tristan Hadès France,
Je rappelle que cet observatoire est financé par tous les Français, puisqu'il est financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est reconnue d'utilité publique et donc qui bénéficie d'avantages fiscaux. Et que la Fondation pour la mémoire de la Shoah, son objectif est de lutter contre l'antisémitisme. Donc quand même, quand je vois les tweets de Tristan Mendès France concernant Péronne, Raoult, qui n'ont rien à voir avec l'antisémitisme, je me demande pourquoi on finance cet observatoire avec nos impôts. Voilà. Donc si Tristan Mendès France veut vivre sa vie en dénonçant et en fichant tout le monde, c'est son droit, mais pas avec notre argent, surtout avec l'argent des gens fichés. Bon. Mais Tristan Mendès France, les anticomplotistes, Rudi Reichstadt et autres, ont beaucoup joui, entre guillemets, de cette séquence organisée par Éric Morillo sur TV Liberté, comme quoi, à un moment donné, les complotistes servent la soupe à ceux qui les dénoncent. Euh, on se demande pourquoi. Dans cette affaire, vous, est-ce que vous vous considérez, puisque je vous écoute, est-ce que vous vous considérez comme complotiste? Comment Non. vous vous considérez alors? Comment vous vous définissez? Bah, moi, je suis Lise Philippe, 42 ans, maman de 2 filles. Je suis travailleur social, déjà, voilà. Et non, non, on m'a taxé de complotiste, d'antisémite, de tout ce qu'on veut, hein, évidemment, tous ces beaux noms d'oiseaux. Aujourd'hui, je dis ça en plaisantant. Ouais, je suis complotiste, ouais, voilà. C'est rigolo. En fait, non, non, je suis simplement une personne qui se pose des questions sur le sens de tout ça et qui essaie de trouver des réponses en cherchant par mes propres moyens et pas que. Hein, quand on m'envoie des liens, des choses, ben, je me questionne en permanence. Mais j'ai toujours été comme ça depuis petite. Complotiste, c'est quelqu'un qui, a priori, dénonce des complots. Bah, les complots, il y en a toujours eu. Hein, depuis que l'homme existe, il y a toujours eu des complots, hein, que ce soit pour contre une personne ou pour faire un coup d'État, etc. Donc voilà. Donc après, oui, il y a des complots. Pour autant, je suis plutôt chercheuse de vérité, je dirais. Ça, oui, et surtout une profonde libertaire. Je déteste et les étiquettes et tout ce dans quoi qu'on veut nous imposer en fait. C'est insupportable. Voilà. Et ça, c'est depuis très longtemps en fait. Mais vous êtes libertaire ou libertarienne? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit libertaire? Oui, vous avez le Ah, droit, ça me gêne ouais, pas. ouais, non. Moi, en plus, je ne crois pas Libertarienne, aux étiquettes. pardon. Je suis fatiguée. Non, mais dans le sens, je suis éprise de liberté et vraiment, et pour la liberté de chacun d'entre nous, hein, évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne peut, de toute façon, il me semble, se décorréler de la vérité, de la recherche en tout cas de la vérité, avec des preuves étayées, avec des lectures, avec un sens critique aiguisé, avec de la lucidité aussi sur le factuel, le réel, ce qui se passe. Hein. Arrêtons de nous inventer une vie, arrêtons de croire en des choses finalement qui nous dépassent peut-être et dont on ne serait pas maître. C'est plutôt ça mon positionnement avec, comme on disait précédemment, la pratique du doute en permanence. Telle personne me semble très bien et j'adhère à ce moment-là à son récit et à ce qu'il raconte. Pour autant, d'où ça part, d'où ça vient, est-il financé par quelqu'un, par qui ça sert éventuellement? Voilà, là, effectivement, c'est très bien que vous fassiez ce lien avec Conspiracy Watch parce que bah, ça sert effectivement ce discours-là de, bah, voyez, hein, les complotistes, là, regardez-les. Ah, ils sont beaux, hein. Ah ouais, c'est bien, hein. C'est bien ce nouveau monde et c'est souvent ce que je dis hein, quand je vois même dans chez des personnes voilà, sur Telegram ou autre, dans des petits groupes, comme on se prend la tête sur des trucs et ça va très très loin, hein. Ça va vite dans des injures et tout. Il est beau le nouveau monde hein, qu'on souhaite. C'est ça, c'est magnifique. Voilà, c'est beau. Donc, on refait une tirade quand même pour dire qu'effectivement, moi, je trouve un peu dommage d'avoir, bah, moi, en tout cas, je pense que j'ai payé le prix, je le paye encore, de la résistance, j'aime pas ce mot, au Covid, au pass sanitaire, et me dire que j'ai pris des risques, car j'en ai pris quand même pour des gens qui aujourd'hui ne font pas mieux que les macronistes, c'est-à-dire sont aussi intolérants et aussi binaires. Je trouve, ça fait réfléchir quand même. On s'est fait avoir une fois, on ne se fera pas avoir deux fois, si vous me permettez cette expression. Euh,
Je rappelle donc qu'on vous diffuse gratuitement un guide à télécharger qui est le guide de la liberté de la presse. La liberté de la presse, ça commence sur les réseaux sociaux, ça commence dans la colonne commentaire des réseaux sociaux, que certains adorent remplir en disant mais je fais rien moi monsieur. Si, voilà. Bon, donc on téléchargeait ce guide qui permet d'avoir une maturité dans l'expression. On a essayé de le montrer au cours de cette émission, c'est que c'est pas seulement une maturité dans l'expression, c'est pas seulement respecter la loi, c'est aussi élever le débat parce que nous nous décrédibilisons. Vous, parfois, nous décrédibilisez en laissant des commentaires qui sont d'une nullité absolue. Je sais que les gens détestent qu'on leur dise ça en disant mais vous nous injuriez. Oui, je vous injurie parce que vous injuriez la liberté et la résistance en vous comportant comme vous vous comportez et donc il est normal qu'on réagisse. Voilà. Et je pense que tous ceux qui ont envie qu'à un moment donné, qu'on ne se fasse plus avoir une deuxième fois avec un pass sanitaire, ont besoin de se former et d'évoluer dans la culture de la lutte. Donc, retrouvez ce guide à télécharger. Regardez la séquence vidéo, le tweet que je republie avec Christian Perron et Didier Raoult. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du clash. J'aime pas ce mot, mais c'est à la mode lundi prochain. Quand même, Lise, vous êtes optimiste sur l'issue du combat ou pas? Est-ce que vous pensez que nous allons basculer dans une société libre à force de nous battre et de nous former au combat? Remettez votre micro. Voilà. Il faudrait que je donne un message bien pour la fin. Alors, je suis optimiste sur quelques trucs quand même. Déjà, quand une personne ouvre les yeux, elle ne peut plus les refermer sur quelque chose. Donc ça, c'est quand même. Il y a Je des gens trouve qui se que rendorment. ouais, après, On en quand même, rediscutera. Je vous laisse finir, mais ouais, on en il y a une rediscutera. graine semée. Je trouve quand même, au fond, même si ça peut pas durer très longtemps, je crois. Je suis optimiste parce que bah, effectivement, je rencontre de belles personnes et des vrais combattants pour le coup. Donc ça, c'est quand même intéressant. Par contre, bah, effectivement, hein, pour faire le lien avec tout ce qu'on s'est dit avant, je ne crois pas en l'union sacrée de tout un peuple qui serait d'un coup tous connectés, on a tout compris et on va renverser la table. Je crois plus en des petits groupes, des petites actions, reprendre du pouvoir et aussi en le travail sur soi, le travail personnel, se regarder le nombril et faire soi-même ce qu'on souhaite pour ce nouveau monde. En tout cas, bah, ça implique de se mouiller, hein, si je puis dire. Ça implique de travailler sur soi, de se remettre en question, de remettre en question ses idées aussi. Qu'est-ce que, hein, à la manière de Descartes, je ne sais plus rien. Qu'est-ce qu'on m'a appris? Est-ce que c'est moi qui l'ai appris toute seule ou est-ce que ça a été mis dans ma tête par mes parents, par mon éducation, par l'école? Voilà, ça implique tout ça. C'est pas facile, mais je pense que c'est ô combien nécessaire pour faire des êtres construits, forts et qui vont pouvoir agir et être droit, se tenir droit dans la durée parce que nous n'avons pas encore fini. Il nous reste de sacrées heures encore, je pense, à vivre de belles choses. Bon, on se retrouve Voilà. la semaine prochaine. Oui, avec plaisir, Eric. Merci. À la semaine prochaine.